Nous sommes en Italie, plus précisément à Florence en 1519. Une petite fille vient de naître. Catherine est née entre deux tombeaux, celui de son père agonisant et celui de sa mère morte en couche. Le bébé était si faible qu'on ne donnait pas cher de sa vie. Mais l'arrière-petite-fille de Laurent de Médicis, dit Laurent le Magnifique, remporte ce premier combat contre la mort. Les Médicis, dont Catherine est la petite dernière, sont une grande famille de mécènes qui financent les artistes et bâtissent les musées. Ces richissimes banquiers, très liés au Vatican, dominent toute l'Europe depuis leur grand palais florentin où la petite orpheline vit entourée d'artistes et d'intellectuels. Mais la guerre allait bientôt bouleverser son destin. En effet, un conflit éclate entre Charles Quint, empereur du Saint-Empire germanique, et François Ier, roi de France. Ce dernier avait le soutien du pape Clément VII. Charles Quint, furieux de cette alliance, envoie ses troupes assiéger Rome. Pendant 8 jours, Rome est sauvagement saccagée, et les civils cruellement torturés, violés et tués. Cet événement restera dans l'histoire connu sous le nom de sac de Rome. Le chaos se propage à Florence. Les partisans d'une république tentent de prendre le contrôle de la ville pour se débarrasser de la dynastie Médicis. Catherine est prise en otage par les républicains, puis sa famille la place dans un couvent pour sa sécurité. La fillette de 8 ans se promet de toujours éviter le recours à la violence. 6 ans plus tard, Catherine a 14 ans, il est temps de la marier. Son oncle, le pape Clément VII, rencontre François Ier, le roi de France. Salut. Histoire de négocier le mariage de Catherine avec le second fils du roi, le jeune Henri. En échange, le pape promet de combler le déficit des finances royales. Hélas, Clément VII meurt 1 an plus tard sans tenir sa parole. Catherine quitte son pays pour rejoindre sa nouvelle famille, une Italienne à la cour de France. L'accueil est glacial. Et comme si ça ne suffisait pas, l'adolescente est follement amoureuse de son mari qui la trompe publiquement avec la belle Diane de Poitiers. Catherine ne sera qu'une figurante à la cour de France. Coup de théâtre, la jeune femme deviendra reine. Le prince héritier meurt. Voilà Henri et Catherine propulsés au rang de futur couple royal. Mais une inquiétante rumeur court. Catherine serait stérile. Pas d'enfant, pas d'héritier. Elle risque la répudiation. Ce n'est que 11 ans après son mariage qu'elle met au monde un premier enfant. Puis 6 autres, en tout 7 enfants en l'espace de 15 ans. Catherine peut se flatter d'avoir assuré à la dynastie des Valois, celle de son mari, une descendance béton. 3 filles, Élisabeth, Claude et Marguerite. Mais surtout 4 garçons, François, Charles, Henri et un autre François. Il y avait peu de chances que la dynastie ne se rompt. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Toutefois, Catherine n'est là que pour procréer. C'est sa rivale Diane de Poitiers qui s'octroie le droit d'éduquer les enfants. Humiliée et délaissée par son mari, Catherine passe son temps à faire progresser les mœurs rétrogrades de la cour de France. Par exemple, les femmes ne peuvent pas galoper. En effet, on risquerait de voir leur intimité dévoilée. C'est Catherine qui instaure le port de la culotte jusque-là réservé aux hommes. Une petite révolution vestimentaire qui ne manque pas de choquer l'Église. 1547, François Ier meurt. Henri II est sacré roi de France et Catherine reine. À la cour, Catherine n'est pas trop passionnée par le débat sur les troubles de religion qui grondent dans le royaume. Ma, pourquoi n'instaure-t-il pas la liberté de culte? Il faut croire que Catherine est plus superstitieuse que croyante. Ses dieux vivants sont ses astrologues, Nostradamus et Ruggieri. La dynastie des Valois sera rompue. Vous mourrez près de Saint-Germain. Votre mari devra mourir à sa 40e année, l'œil crevé lors d'un duel. Ce jour-là, Henri II a 40 ans et 3 mois.
le roi organise un tournoi à Paris. Il affronte le comte de Montgomery. Catherine est veuve. Désormais, elle ne portera plus que de longs voiles noirs en signe de deuil. À l'issue de cet événement tragique, elle devient régente. C'est-à-dire qu'elle a à charge de diriger le royaume en attendant que son premier fils soit en âge de régner. 3 clans s'affrontent à la cour de France. Les protestants qui tentent de réformer le royaume, les catholiques, intransigeants et anti-protestants, et le clan dit des politiques qui essaient de faire coexister tout ce monde. Et pour ce faire, Catherine a des méthodes peu orthodoxes. Elle s'entoure de femmes ravissantes, appelées l'escadron volant, qui attirent à la cour les hommes et les amènent à avouer les complots. Son livre de chevet, découvert à la cour des Médicis, lui enseigne l'art de la politique. Il faut bien jouer son rôle et savoir à propos feindre et dissimuler. Et les hommes sont tellement simples que celui qui veut les tromper trouve aisément des dupes. Le premier fils de Catherine, François II, accède au trône à l'âge de 15 ans. Mais il ne règne qu'1 an et demi et meurt. Catherine redevient régente. Comme elle refuse de mener une politique anti-protestante, elle se met à dos le clan des catholiques, le pape et le puissant roi d'Espagne. Pour autant, les protestants se méfient de cette catholique au pouvoir. Pourtant, le premier édit que promulgue Catherine autorise la liberté de conscience et de culte pour les protestants. Hélas, les catholiques et les protestants ne rêvent que de se battre et rien ne les en empêchera. C'est sur fond de tensions religieuses que le 3e fils de Catherine, Charles IX, accède au trône. Le nouveau roi est décidé à régler cette histoire de conflit interreligieux. Il commence par marier sa sœur Marguerite à Henri, le très protestant roi de Navarre. Vu le contexte de haine qui oppose les 2 religions, cette union est vraiment un grand symbole de conciliation. Henri est d'ailleurs si protestant qu'il n'a pas eu le droit d'assister à la messe de son propre mariage. Charles IX ne s'arrête pas là. Coligny, chef des protestants, haï par les catholiques, devient le principal conseiller de Charles IX, qui le considère comme son père spirituel. Catherine commence à s'effrayer de la situation. D'un côté, le protestantisme commence à s'étendre dangereusement en Europe jusqu'à envahir sa propre cour. De l'autre, Coligny a complètement subjugué l'esprit du roi et réussit peu à peu à le monter contre elle. C'est alors que la reine-mère se souvient de l'une des leçons de son maître penseur Machiavel. En un mot, le prince doit savoir persévérer dans le bien lorsqu'il n'y trouve aucun inconvénient et s'en détourner lorsque les circonstances l'exigent. Elle n'ira pas par 4 chemins et charge le tueur Maurevel d'assassiner Coligny. Le chef des protestants Coligny s'en sortira avec seulement une blessure à la main. Les protestants sont furieux. Bien que Coligny ne soit que blessé, on a attenté à la vie de leur chef. Ils courent demander justice au roi qui a d'ores et déjà promis à son père spirituel d'ouvrir une enquête. Catherine, inquiète, préfère tout avouer à son fils. Mon fils, j'ai à vous parler. Oui, mère. C'est moi qui ai tenté de tuer Coligny. Comment? Vous devez me croire. Les protestants sont furieux. Ils disent partout qu'ils se feront justice eux-mêmes. Je vous parie que si vous ne faites rien ce soir même,
vous serez attaqué jusque dans votre Louvre. Pris de panique, il prononce cette phrase tristement célèbre. Oh mon Dieu, tuez-les tous. Catherine se contente sur le moment d'ordonner l'exécution d'une vingtaine de chefs protestants. Mais la situation s'envenime toute seule. Et les Parisiens, tellement remontés contre les protestants, prennent la parole de leur roi au pied de la lettre. Ce soir-là, ce fut la Saint-Barthélemy, où le massacre généralisé de tous les protestants de Paris, puis de province. À peine marié, le protestant roi de Navarre est retenu prisonnier à la cour de France. Le destin a-t-il décidé de se venger de ce massacre sur la descendance de Catherine? Car c'est maintenant au tour de Charles IX de mourir d'une pneumonie tuberculeuse. Et si finalement la dynastie des Valois n'allait pas être maintenue? Quoi qu'il en soit, c'est au tour d'Henri III, son avant-dernier fils, de monter sur le trône. Henri III est vraiment le fils préféré de Catherine, le plus beau, le plus délicat. Mais sa mère a toutes les raisons de douter de sa capacité à maintenir la dynastie des Valois sur le trône de France. Impossible d'affirmer qu'Henri III est homosexuel, mais une chose est sûre, il n'eut aucun enfant et préfère la compagnie de ses mignons plutôt que de s'occuper des affaires du royaume. La pauvre Catherine aurait pu espérer voir en François, son dernier fils, le sauveur de la dynastie. Mais celui-là est vraiment la cinquième roue du carrosse. Sacré Cévelle, François. Un enfant plutôt laid, rejeté par la famille, amoureux sans espoir de sa sœur Marguerite. Côté politique, la trahison envers les siens fut son fort. Il aide Henri de Navarre à fuir puis monte une armée protestante contre les catholiques. En vain. Même la reine protestante Élisabeth d'Angleterre refuse de se marier avec lui. Un échec d'autant plus ridicule que les talents de marieuse de Catherine n'étaient plus à démontrer, étant donné qu'elle a uni sa fille Élisabeth au roi catholique d'Espagne et sa fille Marguerite au roi protestant de Navarre. François aura tout raté dans sa vie. La malédiction, elle, ne l'a pas raté. Henri III, le dernier fils survivant de Catherine, demeure donc le seul espoir pour perpétuer la dynastie des Valois. Il n'aura jamais d'enfant. Pour couronner le tout, sa cote ne cesse de s'effondrer. Catherine est prête à tout pour son roi. Elle n'arrête pas de faire le tour du royaume pour appliquer les édits de paix et relever la cote de son fils Henri III. Sans succès. Malgré tout, les guerres de religion continuent et le roi est de plus en plus impopulaire. Le 12 mai 1588, Henri III assiste impuissant au soulèvement populaire des Parisiens contre lui. Catherine a presque 70 ans, un troisième âge record à cette époque, mais elle est encore de tous les combats pour rétablir le dialogue. Pendant cette journée, appelée journée des barricades, on la voit courir à pied la capitale et se frayer un chemin parmi les barrages pour ramener son peuple à la raison. Henri III sera chassé de sa capitale par les catholiques. Janvier 1589. Catherine se réfugie au château de Blois pour fuir les tumultes de la capitale. Cela fait déjà 70 ans qu'elle se bat avec la mort qui ravage son pays et lui a déjà ôté 5 de ses enfants. La prophétie avait raison. 2 de ses enfants rois sont déjà morts et Henri III n'a toujours pas de descendants. Il y aura bien un changement de dynastie qui mettra fin aux Valois et placera Henri de Navarre, devenu Henri IV, le premier roi Bourbon, sur le trône de France. En sentant l'agonie la refroidir, Catherine demande son confesseur. Celui-ci n'est pas disponible, on lui amène un jeune prêtre. Quel est votre nom? Je m'appelle Saint-Germain. La reine pâlit, son sang ne fit qu'un tour. Alors je suis perdue. Elle se souvint de la prédiction de Ruggieri. Vous mourrez près de Saint-Germain.